Name Games. C'est un royaume millénaire, dont les origines remontent à la nuit des temps, avant même l'arrivée des anciens sur le monde. Bien que l'on ne sache que peu de choses sur ces temps reculés, on sait que lorsque les terres gelées tremblaient et que la lave jaillissait des volcans agités, lorsque les cieux noircis par la fumée se remplissaient de monstres ailés qui se disputaient la domination des sommets montagneux, le dragon céleste régnait sans rival sur les vastes étendues de l'hémisphère oriental. Avec l'avènement des anciens et le réchauffement du monde, Xeniang, comme se nommait lui-même le dragon céleste, fut témoin du pouvoir considérable de ces êtres divins venus d'au-delà des étoiles. Tandis que d'autres membres de son espèce déclarèrent et menèrent une guerre contre les intrus, lui resta silencieux et observa. Il étudia patiemment et apprit à maîtriser les vents de magie que les anciens avaient amenés avec eux à travers leur titanesque portail stellaire. Les siècles passèrent et ses homologues disparurent, peu à peu, vaincus ou bannis, chassés de leur terre par de nouvelles jeunes races parmi lesquelles les elfes, les nains, puis les hommes. C'est à cette époque que le dragon céleste prit pour compagne Kuei-Yin, le dragon de la lune. Né de Yue-Yin, la lune appelée Manslieb dans le Vieux Monde, Kuei-Yin adopta d'abord la forme d'un dragon pour vivre aux côtés de sa moitié, mais lui révéla bientôt les secrets de la métamorphose. Ainsi, tous deux pouvaient désormais prendre forme humaine et évoluer librement parmi les tribus qui prospéraient dans les terres du Grand Est, une étendue qu'ils appelaient Cathay. Avec le dragon de la lune à ses côtés, sa formidable luminosité constituant un contrepoids naturel à la force fulgurante et aux humeurs ardentes de Xeniang, le dragon céleste commença à guider les peuples de ces terres, les aidant à maîtriser les arts de la maçonnerie, de la métallurgie et de l'alchimie. Peu à peu, le souverain devint un chef respecté, bien qu'il résistât au titre et refusât tout culte ou adoration, préférant éclairer ses sujets plutôt que de se complaire dans les louanges. Avec le temps, le couple accueillit 9 enfants draconiques, leur enseignant à chacun l'art de la métamorphose et la maîtrise des vents de magie, tempérant ainsi leur fureur primitive afin qu'eux aussi puissent cheminer parmi les hommes. En grandissant, ces enfants contribuèrent avec leurs parents à améliorer le sort du peuple de Cathay, leur enseignant art, philosophie, sciences, les guidant dans leur expansion territoriale, commerciale et dans leur voyage à travers le monde à la rencontre d'autres peuples et races terrestres. Le peuple de Cathay semblait à son apogée, prospère et heureux. Mais si pour tous, l'avenir semblait être fait de progrès et d'harmonie, leur souverain en doutait. Le dragon céleste était rongé par un mal profond. Un mal provenant de ces mêmes portails polaires qui avaient fait entrer le monde dans une nouvelle ère. La nuit, les visages de démons lubriques le hantaient, lui proposant un pouvoir inimaginable s'il les aidait à franchir la porte que les anciens avaient d'abord ouverte, puis barrée entre leur royaume, les terres et le monde connu. Les vastes portes dimensionnelles érigées par les anciens au pôle du monde étaient bien plus que de simples ouvertures permettant un voyage quasi instantané à travers les profondeurs interstellaires. Il s'agissait de conduits par lesquels la magie brute s'écoulait depuis une dimension alternative appelée l'éther. Cette énergie arcanique
alimentait les mécanismes de transformation du monde des anciens et conférait du pouvoir à leurs serviteurs sorciers. Ce pouvoir que le dragon céleste avait domestiqué. Mais la magie n'était pas la seule entité qui résidait dans l'éther. De grands êtres prédateurs nageaient dans ces étranges courants. Attirés par la chaleur et la lumière de ces portes, ces créatures extraterrestres salivaient. Elles sondaient le portail, tâtonnaient ses bords à la recherche de faiblesses, parvenant, finalement, à y introduire des pensées, des fragments de leur conscience, des murmures s'immisçant dans les rêves des mortels. Après des millénaires d'attente, employés à apprivoiser le pouvoir de ces portails, les habitants de l'éther devinrent suffisamment forts et audacieux pour traverser ces vastes constructions. Leur arrivée, brutale, déclencha un torrent cataclysmique de ruines et de destruction. En un instant, les cieux furent déchirés et d'horribles vagues de chaos brut enveloppèrent le monde. Au cœur de ce désastre planétaire, le dragon céleste luttait contre la magie incontrôlable qui faisait rage autour de lui. Progressivement, il maîtrisa ce torrent de puissance inédit, calmant les tempêtes et bannissant de Cathais les légions de démons assoiffés de sang, les dispersant aux quatre coins du monde. Le chaos avait fait une entrée fracassante sur ce monde, et le dragon céleste savait qu'il apportait avec lui, peut-être pour l'éternité, guerre et damnation. Pendant les longs et tumultueux siècles qui suivirent ce grand cataclysme, les dragons de Cathais combattirent les myriades de légions démoniaques qui assaillaient leur terre. Malgré leur puissance, Xeniang savait que lui et sa race ne pourraient résister seuls. Le dragon céleste entreprit donc l'unification des tribus humaines installées aux quatre coins de son vaste royaume. Car bien qu'elles l'eussent longtemps tenu en haute estime, les tribus du nord, du sud, de l'Est et de l'Ouest se souciaient peu les unes des autres, préférant se faire la guerre plutôt que de s'allier face à des menaces plus grandes. Pour appuyer ses plans, le dragon céleste envoya ses enfants en tant qu'émissaires, partout dans son royaume, chargeant chacun d'eux de gagner la loyauté et le respect des tribus qui habitaient leurs terres et de les unifier en une seule et même nation. Ainsi, Miao Ying, le dragon de la tempête, voyagea vers le nord pour vivre parmi les vaillants guerriers de Nango, tandis que Li Dao, le dragon de feu, s'aventura vers le sud pour unifier les tribus belliqueuses des jungles de Xi'an et des imposantes montagnes du ciel. À l'ouest se trouvait Zhao Ming, le dragon de fer, chargé de partager la sagesse des dragons avec les alchimistes de Shangyang. À l'est se trouvait Yin Yin, le dragon des mers, le cœur rempli d'une soif d'aventure qui mènerait les constructeurs navals et les marins de Fushao à la conquête de la mer de Jade. Le centre de Cathais fut confié à Yuanbo, le dragon de Jade. Depuis son palais de Weijin, le pragmatique Yuanbo agirait comme la voix de la raison entre les peuples autrefois ennemis et assurerait l'unité du grand Cathais naissant. Le peuple de Cathais étant unifié sous son règne, le dragon céleste confia le commandement de ses armées à Shiyama, l'aînée et la plus aimée de ses enfants. Shiyama avait longtemps combattu les fléaux du chaos aux côtés de son père et, avec de vastes armées de guerriers expérimentés à ses ordres, elle jura de débarrasser le monde des légions démoniaques qui l'assaillaient. Pourtant, malgré son courage et sa férocité, l'orgueil de Shiyama était sa faiblesse. Et c'est cet orgueil qui la poussa à ignorer les avertissements de son père. Il l'exhortait à freiner ses ardeurs. Le chaos ne pouvait être vaincu par la seule force. Peu importe. Shiyama rassembla ses armées et marcha vers le nord,
déterminés à vaincre les puissances de la ruine dans leur propre royaume corrompu. Telle était la puissance de Shiyama que ses armées balayèrent les légions démoniaques qui lui barraient la route, fonçant tête baissée vers la frontière entre le monde des mortels et l'éther. Devant elle, la commandante catéienne ne vit que la fuite des bêtes chaotiques et des démons pervertis, et elle savoura ses victoires, réalisant, trop tard, qu'elle avait été trompée par les dieux de l'éther. Par une sorcellerie ignoble, les puissances de la ruine avaient aveuglé le dragon, lui faisant croire que ses propres soldats audacieux étaient d'horribles créatures du chaos. Ce ne furent pas ses ennemis qui s'enfuirent devant sa colère, mais ses propres guerriers loyaux. Ce n'était pas les corps démoniaques sur ses serres souillées, mais le sang de ses braves catéiens. Honteuse et horrifiée, Shiyama fit demi-tour et s'enfuit vers le royaume de son père, chassant devant elle ses guerriers survivants. Alors que la fière Shiyama quittait le royaume du chaos, les puissances de la ruine n'avaient pas fini de la tourmenter. Elles enveloppèrent la jeune princesse et ses guerriers de puissants sortilèges, la faisant apparaître, aux yeux de ses semblables, comme un seigneur de l'éther, et le reste de sa puissante armée comme des démons errants. Ainsi, alors que Shiyama approchait des frontières du royaume de son père, Miao Ying, le dragon des tempêtes, crut qu'une légion démoniaque descendait sur Nango depuis les désolations du chaos, et elle ne perdit pas de temps à rassembler ses forces pour faire face à la menace. Sentant la calamité se développer aux confins de la province nord de son royaume, le dragon céleste se précipita pour intervenir. Mais malgré toute sa hâte, Xenyang ne pouvait espérer arriver à temps. Alors qu'il descendait des cieux sur le champ de bataille maudit, il vit les guerriers de Nango se rapprocher de Shiyama blessé, et il vit, de ses propres yeux, l'horreur sur les visages de ses filles, alors que le sortilège des puissances de la ruine s'estompait et que le dragon de la tempête réalisait la tromperie. Le démon qui l'avait abattu n'était autre que sa propre sœur. Tandis que le dragon céleste berçait Shiyama mourante dans ses bras, elle implora son pardon pour sa bêtise. Bien qu'il ne possédât pas la magie nécessaire pour la soigner, Xenyang utilisa ses immenses pouvoirs pour lier l'esprit de sa fille au grand Katai et la chargea de protéger les ancêtres de son peuple tant que son royaume perdurerait. Ainsi, Shiyama parvint à régner sur les enfers en tant qu'éminent dragon spirituel lié au royaume par la plus puissante des sorcelleries du dragon céleste. L'esprit de Shiyama étant préservé, Xenyang se tourna vers son peuple. Craignant que les rumeurs de manipulation de Shiyama par les puissances de la ruine et de sa mort aux mains des soldats catéiens ne déstabilisent la nation et n'enveniment le chaos, le dragon céleste demanda conseil au dragon de la lune. Dans son chagrin, Kei-Yin utilisa sa magie pour obscurcir les souvenirs de ceux qui avaient assisté à la disparition de Shiyama et propager la légende du dragon esprit. Si tous connaissaient Shiyama comme la gardienne des enfers, nul habitant de Katai ne se souvenait de l'époque où elle avait marché parmi eux sous une forme physique. Mais le cœur du dragon céleste bouillonnait encore de colère et de regret. Pendant des siècles, il avait résisté aux forces maléfiques qui sévissaient dans son royaume, protégeant sa famille et ses sujets, mais il avait toujours secrètement su que ses efforts seraient vains, car les puissances de la ruine ne faisaient que se renforcer d'année en année. Désormais, après l'assassinat de sa fille aînée par les serviteurs du chaos, Xenyang savait qu'il devait agir s'il voulait mettre fin à la longue guerre. À son insu, alors qu'il mettait en œuvre ses plans pour éliminer les grandes bêtes de l'éther qui régnaient sur les légions démoniaques, un autre peuple,
avait la même ambition, de l'autre côté du monde. Sur le lointain continent d'Ultuan, un conseil de mages préparait un grand rituel destiné à apaiser les tempêtes de magie. En Lustrie, les derniers serviteurs des anciens lancèrent une puissante invocation pour bannir les légions démoniaques. Et pendant ce temps, dans les montagnes du bord du monde, un dieu vivant entreprenait une quête pour sceller les portes des anciens qui avaient été brisées. Ces préparatifs terminés, le dragon céleste mena les populeuses armées de Cathay vers le nord, dans les tempêtes du chaos bouillonnantes qui entouraient éternellement la grande déchirure de la réalité, suspendue telle une cicatrice noire au-dessus des portes dimensionnelles effondrées. Terrassant les démons vague après vague, l'armée de Xenyang avança lentement à travers les contrées dévastées, jusqu'à ce que, finalement, le royaume du chaos se trouve face à eux. Soudain, une armée d'imposants seigneurs démons descendit des cieux tourmentés pour défier les dragons de Cathay. Imperturbable, le souverain et ses enfants s'élevèrent dans les cieux ravagés par la tempête pour affronter la menace, révélant leur véritable forme aux ennemis ligués contre eux. Un à un, les plus grands et les plus puissants serviteurs démoniaques des puissances de la ruine furent abattus. Les seigneurs déchus de l'éther, qui n'existaient que pour conquérir des mondes au nom de leur maître maléfique, furent déchiquetés par la fureur des dragons, leur essence impure renvoyée dans le royaume perverti dont ils étaient issus. La férocité des dragons et leur maîtrise des vents de magie s'avérèrent trop puissantes pour les démons ligués contre eux, et les puissances de la ruine furent contraintes d'engager toujours plus de légions dans la bataille. C'est ainsi que l'héroïsme des dragons de Cathay face au chaos convergea avec celui des héros inconnus des contrées lointaines. Avec l'apaisement des tempêtes de magie qui faisaient rage depuis plus de 1000 ans, le cataclysme avait pris fin et une nouvelle ère allait commencer. Dans les années qui suivirent la grande bataille des armées cathayennes au cœur du royaume du chaos, la paix s'installa. Les vents élémentaires soufflèrent plus doucement, permettant à Xenyang de reprendre ses études et de perfectionner l'art du Feng Shi, la maîtrise de la magie, tandis que les armées de démons et de bêtes chaotiques qui assaillaient ces terres depuis si longtemps se retirèrent au-delà de ses frontières. Durant cette période dorée, Cathay prospéra. Grâce à ses recherches, le dragon céleste découvrit qu'en divisant les vents élémentaires en deux groupes distincts, le yang et le yin, il pouvait enseigner aux plus sages de ses sujets les arts secrets du Feng Shi avec une facilité jusque-là insoupçonnée. C'est ainsi qu'il établit dans la cour céleste au sein de la cité de Weijin un lieu où les érudits pouvaient devenir mages et astromanciens grâce à une étude approfondie du monde qui les entourait et des vents magiques qui le traversaient. Tandis que Xenyang passait ses journées à contempler le monde et ses merveilles, ses enfants s'occupaient de la gouvernance de leur province. À mesure que les villes se développaient, les avancées technologiques s'accéléraient, favorisées par la maîtrise grandissante de la magie. De grandes sentinelles de pierre furent construites pour défendre le royaume des attaquants, des guerriers colossaux, immobiles, impassibles, jusqu'à ce qu'un ennemi assez fou se présente pour défier le grand Cathay. Pour épauler les fantassins et les géants de pierre dans le ciel, le royaume s'était aussi doté de vastes flottes de lanternes capables de déployer une importante puissance de feu sur l'ennemi et de se déplacer rapidement au-dessus des combats. Ailleurs, marchands et aventuriers cathéens continuaient à explorer le monde, traversant les grands océans en bateau et les étendues infinies entre Cathay et les royaumes occidentaux à la tête de caravanes. Avec la bénédiction des dragons qui les envoyaient, ces voyageurs entrèrent en contact notamment avec les elfes d'Ultuan et les nains du Vieux Monde. Ainsi, Cathay conclut des traités avec d'autres nations,
s'enrichit grâce à des échanges mutuellement bénéfiques de biens et de connaissances, et, peut-être plus important encore, se sécurisa grâce à des alliances forgées contre les menaces qui rôdaient encore dans le monde. C'est au cours de cette époque de progrès et de paix que le dragon céleste, souverain depuis des siècles, fut nommé empereur par son peuple et baptisa officiellement ses terres le Grand Cathay, environ 3000 ans avant l'avènement de Sigmar. Sollicitant la protection du dragon contre les horreurs du Nord et les monstres des montagnes des larmes, des milliers de nouvelles tribus humaines vinrent grossir la nation désormais impériale. Depuis les premiers jours du monde, le dragon céleste est le souverain incontesté de son royaume à l'Est, où il avait rapidement soumis tous ses semblables. Progressivement, et d'autant plus depuis l'acquisition de son titre d'empereur, Xianyang en était venu à se considérer comme le gardien de tout l'hémisphère oriental du monde, tout en renonçant à une expansion vers l'ouest dont il laissa volontiers la garde aux elfes hautains et arrogants et aux nains obstinés et querelleurs. Avec un profond dégoût, il regarda les elfes d'Ulthuan intimider les enfants draconiques de ses rivaux autrefois puissants et les réduire à leur service comme bêtes de somme. Impuissant, il observa les nains des montagnes du bord du monde massacrer des drakes immensément vieux et endormis dans leurs antres pour piller leurs trésors. Pourtant, les humains de l'Ouest l'intriguaient autant que ceux de l'Est, et il les observait avec un grand intérêt, alors qu'ils faisaient leurs premiers pas hésitants sur le chemin de la civilisation, imitant de leur propre chef les mêmes grands efforts déployés jadis par ses propres sujets. Alors que les jeunes races prospéraient, d'autres, bien plus anciennes, étaient menacées de déclin. Aux frontières du Grand Cathay, des tribus d'ogres erraient, leur nombre augmentant d'année en année. Avec le temps, elles finirent par menacer la paix du royaume du dragon céleste, et ses armées marchaient régulièrement pour combattre ces hordes monstrueuses. Dans les montagnes, à l'ouest du Grand Cathay, le royaume des titans célestes était constamment attaqué par ces ogres migrateurs. Pressentant que la fin d'une race qui avait régné sur le monde avant l'arrivée des anciens était imminente, Xianyang leur confia les secrets de la poudre noire, permettant aux titans célestes de fabriquer des armes redoutables et puissantes pour combattre leurs ennemis. Mais ces interventions se révélèrent vaines, et au cours du XXVIIIe siècle d'avant notre ère, face à l'audace croissante des tribus ogres dans leurs attaques contre le Grand Cathay, le dragon céleste fit appel à des astromanciens pour chasser les envahisseurs de ces terres. À cette fin, une immense météorite de Malpierre la plus pure fut projetée du ciel par la magie de la cour céleste. Sous l'impact de la météorite, des milliers de kilomètres de toundra vallonnés au-delà de la frontière occidentale de Cathay furent transformés en un désert inhospitalier, l'air même imprégné de poussière maléfique. À l'endroit où la météorite avait frappé la terre, une gueule colossale remplie de crocs s'ouvrit, les vagues d'angoisse et de faim qui en émanèrent chassant vers l'ouest les ogres épargnés par la calamité. Bien que les régions les plus occidentales de Cathay aient été préservées, la grande migration des ogres vers les montagnes des larmes allait sonner le glas des titans célestes. Bien que la création du désert de Malpierre ait apparemment isolé Cathay des terres occidentales, le peuple du royaume du dragon céleste était toujours avide de voyages et d'exploration. Au début, les Cathayiens se tournèrent vers leurs lanternes célestes comme vaisseaux d'exploration, mais ils les trouvèrent rapidement trop petites pour transporter les provisions nécessaires à la traversée des vastes étendues océaniques et sauvages au-delà des frontières de Cathay. Tandis que ses sujets s'efforçaient de construire des embarcations toujours plus grandes et plus robustes pour traverser les cieux, Xianyang chargea sa plus jeune fille, Yin, d'envoyer ses flottes océaniques explorer les mers du monde et visiter les lointaines nations humaines. Le dragon des mers,
toujours aventureux et curieux, s'exécuta avec empressement, accompagnant souvent ses agents dans leur voyage. Ainsi, les agents du Grand Cathay débarquèrent sur des rivages lointains, saluant ceux qui y résidaient. Ailleurs, le maître de l'Ouest, Zhao Ming, explora les terres arides au-delà de ses frontières. Dans le paysage tortueux et déformé du désert de Malpierre, les agents du Dragon de Fer ont découvert des trésors alchimiques illimités, trésors aussitôt exploités par les Cathéens. Pour faciliter cette entreprise dans des climats aussi défavorables, les Cathéens cherchèrent des routes sûres à travers le désert et fabriquèrent des chariots blindés auxquels ils attachèrent des charmes protecteurs. Grâce à ces efforts, les agents du Dragon de Fer conçurent une route permanente à travers la partie la plus étroite du désert de Malpierre. La route d'ivoire, comme on l'appelait alors, suivait un chemin sinueux à travers ce désert. Marquée par de grandes pierres sculptées, chacune ensorcelée par les mages du Dragon de Fer et dotée de puissantes protections, la route d'ivoire offrait une route vers l'ouest que Zhao Ming explora avec autant d'enthousiasme que Yin Yin explorait l'immensité des océans. En explorant le monde au-delà de leurs frontières, le peuple du Grand Cathay entra en contact avec celui d'un autre royaume florissant, l'antique Nekkara. Les premiers représentants du dragon céleste à se présenter devant les prêtres rois de Nekkara arrivèrent à Lamia par bateau depuis l'Est. Bien que les Nekkariens se méfiaient des étrangers, tourmentés comme ils l'étaient par des envahisseurs barbares venus d'au-delà de leurs frontières du Nord, ils reconnaissaient dans les Cathéens un peuple sophistiqué et civilisé et les accueillaient dans leurs grands palais et dans les cœurs de leurs villes temples tentaculaires. Avec enthousiasme, les Cathéens et les Nekkariens commencèrent à partager secrets ésotériques et avancées technologiques, métaux précieux et épices rares. Aux yeux des Cathéens, les Nekkariens semblaient superstitieux, menant une vie régie par le culte d'un panthéon divin tentaculaire dont l'adoration régnait sur chaque aspect de leur quotidien. Parmi les prêtres de Nekkara, les récits de l'immortel dragon céleste et de sa puissante dynastie se révélaient captivants, et les fidèles du culte mortuaire de Nekkara consacraient beaucoup d'efforts à la découverte des secrets, du pouvoir et de la longévité de Xen Yang, secrets que ses représentants dans la lointaine Nekkara refusaient de révéler. Pourtant, malgré les secrets qui subsistaient entre les deux grandes nations, leur alliance se renforça et les armées du Grand Cathay marchèrent souvent aux côtés des guerriers de l'antique Nekkara, semant la guerre dans les terres sauvages et désolées des terres sombres. Grâce à ces campagnes conjointes dans la nature infestée de monstres, les deux nations ont prospéré. Le Grand Cathay en ouvrant des routes commerciales plus sûres et plus sécurisées et en augmentant le flux constant de caravanes marchandes voyageant vers l'est et l'ouest. Nekkara en étendant avec empressement ses frontières vers l'horizon lointain. À l'apogée de la puissance et de l'influence de Nekkara, alors que ses frontières s'étendaient vers l'est, au-delà de la mer de l'effroi jusqu'aux terres sombres, atteignant les rives de la ruine, la relation du royaume désertique avec le Grand Cathay allait connaître une fin brutale. Lorsque le grand nécromancien, Nagash, usurpa le trône de Nekkara, le royaume sombra rapidement dans les ténèbres sous la coupe de ce dirigeant brutal. Nagash ne se souciait que de développer ses connaissances en sorcellerie et de prolonger sa vie, et l'ampleur des magies maléfiques qu'il déchaîna choqua le dragon céleste. Longtemps méfiant quant aux motivations du culte mortuaire, Xen Yang comprit soudain pourquoi il avait pris ses précautions et retira rapidement ses représentants des cités de Nekkara et de ses nombreux avant-postes lointains. Au cours des siècles qui suivirent, Xen Yang se consacra au renforcement de son propre royaume. Le dragon céleste souhaitait que son empire soit autosuffisant, capable de défendre ses frontières contre les multiples menaces qui pesaient sur lui, plutôt que de dépendre de l'inconstance des étrangers en cas de besoin. À cette fin,
Tandis que la guerre faisait rage à Nehekhara et que les nombreux avant-postes de l'empire des prêtres rois tombaient en ruine, le peuple du Grand Cathay entreprit la construction d'un vaste mur fortifié à sa frontière nord. Un grand bastion d'une longueur et d'une hauteur inimaginables, fortifié sur toute sa longueur et doté des plus puissantes armes de guerre que le dragon céleste puisse rassembler. Ce grand bastion défendrait le royaume du dragon céleste contre la menace omniprésente d'une invasion venue du nord, où se rassemblaient les puissances de la ruine. Peu après l'achèvement du gigantesque ouvrage, la boussole Huxing fut créée au cœur du palais céleste de Weijin. Grâce à l'étude minutieuse de cet appareil mystérieux, le dragon céleste et les astromanciens de sa cour peuvent facilement déterminer si les vents Yang ou Yin sont en ascension et lesquels sont en déclin. Ils peuvent ainsi diriger les vents de magie. Pour renforcer la défense de la vénérable nation, les artisans du Grand Cathay déployèrent leur ingéniosité dans la création de nombreuses machines de guerre, tandis que les alchimistes s'efforçaient de les alimenter. À cette fin, les Cathayiens découvrirent les secrets de la poudre noire avant même les nains des montagnes du bord du monde. En effet, et bien qu'aucun nain ne l'admette, la poudre noire produite au Grand Cathay est considérée comme la meilleure du monde connu. Si cette innovation précoce distingue le Grand Cathay des nations du Vieux Monde, ça n'est rien comparé au fonctionnement même du royaume. Dans de nombreuses nations humaines, des dirigeants autocratiques maintiennent leurs sujets sous contrôle, les appauvrissent et les privent d'opportunités d'éducation ou d'avancement, exigeant leur loyauté par un service militaire ou un travail pénible et exigeant leur richesse par de lourds impôts. Il n'en va pas de même pour le dragon céleste. Le dragon céleste, et par extension ses enfants, croient que le rôle d'un dirigeant est d'être une inspiration, celui qui guide son peuple. Ainsi, les habitants du Grand Cathay ne servent pas par peur ou par manque de libre arbitre, ils servent parce que, face à des êtres aussi sages, aussi anciens et majestueux que les dragons, et face à la foi que ces dirigeants éternels ont en l'intelligence, la sagesse et la bonté d'esprit de leurs sujets, comment ces derniers pourraient-ils faire autre chose que se consacrer entièrement au service de leur empereur ? Cette philosophie transparaît en tout dans le Grand Cathay, y compris dans la manière dont la nation mène la guerre. Les soldats des armées du Dragon Céleste combattent en rang ordonné, chacun entraîné à se mouvoir en harmonie avec ceux qui l'entourent, l'armée entière combattant comme une extension de la volonté de son général. L'harmonie est également apparente chez les sorciers et les machines de guerre du Grand Cathay, les premiers étant capables d'utiliser leur pouvoir avec une sérénité et une précision inouïes, tandis que les seconds peuvent déclencher des bombardements savamment chronométrés et des volées d'armes à feu dévastatrices. Mais le dragon céleste se distingue des autres dragons du monde connus par bien d'autres aspects. Contrairement à la plupart, Xianyang ne s'est pas assoupi à travers les âges, demeurant auprès de son peuple, engrangeant sagesse et pratiquant de plus en plus la philosophie au fil des siècles. Recentré sur son empire et sa défense, le dragon céleste était, depuis la chute de Nehekhara, plongé dans une forme de mélancolie. Il avait vu une jeune et dynamique nation humaine anéantie par le mal d'un seul individu. Il avait été témoin du déchaînement de magie d'une puissance si infâme que lui, le dragon qui avait vaincu les plus terribles seigneurs de l'éther, éprouvait un instant de peur à l'idée d'affronter Nagash sur le champ de bataille. Son royaume étant sécurisé, Xianyang commença à se consacrer de plus en plus à l'étude du monde et à la maîtrise de la magie. Se retirant des préoccupations quotidiennes de son empire, il accorda davantage de pouvoir à ses enfants pour régner en son nom, et pendant une brève période, le Grand Cathay risqua de devenir insulaire et isolationniste. Pourtant, malgré le désir du dragon céleste de se concentrer uniquement sur les besoins de son empire, la soif de voyage et de commerce du Grand Cathay se révéla insatiable. À l'est,
Les flottes du Dragon des Mers continuaient de sillonner les océans, intensifiant leurs échanges commerciaux avec les elfes d'Ulthuan. Grâce à ces efforts, elle permit aux flottes du Grand Cathay de sillonner les océans sans entrave, à l'abri de la surveillance des elfes. À l'ouest, le Dragon de Fer poursuivit ses explorations des terres hostiles au-delà de ses frontières, utilisant des jonques célestes toujours plus imposantes pour traverser les cieux et visiter des contrées lointaines. Ces explorations le mirent en contact avec les nains des montagnes du bord du monde, et lui et sa sœur Miao Ying, la matriarche de Nango, échangeaient avec enthousiasme leurs connaissances technologiques et alchimiques avec les seigneurs des montagnes. « 1500 ans après le temps des malheurs, lorsque le terrible tremblement de terre avait ébranlé le Grand Cathay, manquant de renverser le grand bastion et annonçant une incursion du chaos qui faillit submerger l'empire du Dragon Céleste, les dragons apprirent l'avènement d'un nouvel empire dans l'ouest lointain. Un puissant chef barbare avait réussi à unifier les tribus humaines qui vivaient au-delà des montagnes du bord du monde, au cœur du vieux continent. Des histoires parvinrent jusqu'à Xenyang, selon lesquelles ce nouveau souverain formerait une puissante alliance avec les nains et chasserait les tribus orques et gobelines de ces terres. Impressionné et curieux à la fois, conscient aussi de l'importance de ce règne, le Dragon Céleste envoya à la cour de l'empereur occidental une ambassadrice, Miao Ying, sa propre fille et commandante de ses vastes armées. Le Dragon de la Tempête voyagea vers l'ouest par bateau, s'arrêtant dans les îles de la Gueule du Dragon pour échanger avec le seigneur des mers d'Ulthuan qui s'y trouvait et en apprendre davantage sur l'énigmatique chef barbare qui avait unifié l'Occident. De là, il dépêcha des messagers au port de Marienburg pour annoncer sa venue, choisissant finalement de parcourir la dernière étape de son voyage en lanterne céleste afin de rendre son arrivée aussi mémorable que possible. En rencontrant le dirigeant humain, Miao Ying fut surprise. Elle s'attendait à rencontrer un barbare bourru et belliqueux, mais elle fut présentée à un roi intelligent et éloquent, qui exerçait son autorité avec une grâce naturelle. Impressionné, le Dragon des Tempêtes offrit volontiers l'amitié de son père à l'empereur d'Occident, offrant richesse et savoir en échange de commerce. Sigmar sourit. Désireux de se faire de puissants alliés, il accepta l'amitié du Dragon Céleste et offrit des serments de parenté à l'empereur d'Orient. Depuis lors, l'empire de Sigmar et les nombreuses autres nations humaines qui ont émergé autour de lui pour dominer le vieux monde ont tissé des liens toujours plus étroits avec le Grand Cathay, échangeant librement marchandises, idées et progrès. Stimulés par ce commerce, les migrations entre le vieux monde et le Grand Cathay sont devenues monnaie courante. Ainsi, nombre des plus grandes villes du vieux monde, de grandes métropoles comme Marienburg, Magrita, Erengrad et Nöln, abritent d'importants quartiers cathéens peuplés de marchands, de mercenaires, d'artisans et de diplomates. Ces migrations ont à leur tour conduit à la réouverture de grandes routes commerciales à travers les terres sombres et les steppes du nord, routes restées inexplorées depuis la disparition de Nehekhara. Nombreux sont les aventuriers et les pionniers qui se sont risqués à voyager dans ces régions sauvages, fondant de nouveaux avant-postes humains plutôt que de s'engager dans de longs voyages en mer. Ces villes fortifiées, s'élevant sur les ruines d'anciens avant-postes néhékhariens, sont devenues des points de repère vitaux dans le vaste réseau de routes reliant l'Est à l'Ouest. Tandis que de grandes caravanes blindées bravent les étendues hostiles du désert de Malpierre et que des flottes de jonques célestes sillonnent les steppes du Kislev, transportant des marchandises exotiques vers et depuis les confins du monde, les dragons du Grand Cathay sont eux aussi devenus des visiteurs des cours du Vieux Monde. En effet, depuis la première rencontre entre Miao Ying et Sigmar, les dragons ont eu l'occasion de s'aventurer vers l'ouest en compagnie de grandes armées. Les visites des dragons aux nations occidentales annoncent souvent de grands bouleversements, des moments où ils interviennent en temps de crise pour offrir un soutien décisif. Ainsi,
Les armées du Dragon Céleste ont combattu pour défendre l'Ouest à maintes reprises, car si Xianyang prétend considérer la garde de l'Ouest comme l'affaire des elfes et des nains, son affection pour les nations humaines du Vieux Monde le pousse, lui et ses enfants, à intervenir en cas de besoin. Ce fut le cas, en ces temps de grands périls, dans la deuxième moitié du XXIIIe siècle. Au cours du printemps de l'an 2277, alors que la championne du chaos Fridal la Forge-Chêne mettait à sac les frontières septentrionales de l'Empire, une flotte conduite par Miao Ying leva les voiles depuis le Grand Cathay dans l'intention d'aller repousser les rejetons des dieux sombres et de raviver cette vénérable alliance avec les humains de l'Ouest.